Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 4 novembre. Tout de suite, les titres. Alors qu'il quittait Djibo hier pour Ouagadougou, le député maire de Djibo, Oumarou Diko, a été tué, ainsi que 3 autres de ses proches. Un assassinat attribué à des groupes terroristes selon le gouvernement. Le député maire était pratiquement l'une des rares autorités à être fréquente dans sa ville, malgré le contexte sécuritaire difficile. Et c'est dans ce climat sécuritaire difficile que la ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée à Ouagadougou. Elle a rencontré le président Kaboré. Il a été question de l'insécurité, notamment le terrorisme. J'ai également eu la possibilité de partager avec le président, au-delà des événements tragiques qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le terrorisme. Le combat continue, il doit continuer, car c'est un combat de longue haleine que nous devons mener ensemble contre le terrorisme. Les attaques terroristes deviennent de plus en plus récurrentes au Burkina Faso, surtout dans sa partie nord. La ministre française des Armées a annoncé le lancement aujourd'hui même d'une opération dénommée Bourgou 4, qui doit se tenir dans les 3 frontières, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une opération conduite par les forces françaises, mais aussi des forces burkinabées. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Le deuil national de 3 jours a commencé ce lundi, selon le communiqué de la présidence malienne. 49 soldats ont été tués vendredi dans l'attaque du camp d'Indélimane, près du Niger, dans le nord-est du pays. Un mois plus tôt, 40 soldats ont trouvé la mort dans une double attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque samedi dans un communiqué signé de sa province Afrique de l'Ouest, ainsi que la pose d'une bombe artisanale dans la même zone qui a tué un soldat français de l'opération Barkhane. Les revers subis par l'armée malienne renforcent les interrogations sur sa capacité à faire face aux djihadistes et aux autres violences auxquelles le Mali est le théâtre depuis 2012, lesquelles ont fait des milliers de morts. Ceux qui sont pour, dites oui s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, dites non. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, à un moment historique du Congrès américain jeudi dernier. C'est quelque chose de très solennel et un moment de prière. Madame Pelosi et beaucoup de démocrates pensent que le président Trump a abusé de son pouvoir. Il aurait fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ouvre une enquête sur l'un de ses potentiels rivaux politiques, l'ancien vice-président Joe Biden. Nous jurons de protéger et défendre la Constitution et c'est ce que nous ne pouvons pas ignorer et nous n'allons pas l'ignorer lorsque le comportement du président indique que cette enquête est nécessaire. Les républicains de la Chambre sont tous unis contre cette procédure. Les démocrates tentent de destituer le président parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir le battre aux urnes. Ce ne sont pas mes propos. Ce sont ceux de mes collègues démocrates qui ont déjà essayé 3 fois différentes procédures de destitution. Sur Twitter, le président Trump a qualifié ce vote de chasse aux sorcières et promet de survivre à tout effort de le démettre de ses fonctions. J'ai eu la chasse aux sorcières de Mueller. La chasse aux sorcières sur l'ingérence russe. J'ai eu la chasse aux sorcières chaque semaine. Je dis, quelle est la chasse aux sorcières du moment? Ils ne peuvent pas nous battre aux urnes. Alors ils veulent essayer de nous battre avec une vieille méthode, ce qui n'est pas très gentil. Ils forment un groupe de gens méchants. Les audiences publiques sur l'enquête parlementaire vont commencer au plus tard ce mois-ci. Un vote à la Chambre pour la mise en accusation conduira à un procès au Sénat où les 2 tiers des sénateurs vont décider s'il faut ou non révoquer le président. Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, on a rendez-vous avec Monsieur Tech de VOA, Arzouma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Salwa et bonsoir à toutes et à tous. Alors ce n'est plus un secret pour personne, le jeu vidéo africain se développe à grands pas et mieux s'internationalise. Il était d'ailleurs présent à la 10e édition de la Paris Games Week qui a refermé ses portes hier. Présent pour la 2e année consécutive, le fondateur ivoirien de Paradise Games, Sidiki Bakayoko, nous partage ici sa vision du jeu vidéo africain.
Suivez. En Afrique, effectivement, aujourd'hui, le jeu vidéo ne représente qu'1% de ce marché-là, mais avec un potentiel incroyable. Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble des jeunes utilisent l'axe culturel pour essayer d'une certaine manière de raconter une nouvelle version de l'histoire africaine. Et nous sommes très heureux de voir qu'il y a du potentiel et qu'on peut évoluer dans les prochaines années. Aujourd'hui, il faut considérer deux types de joueurs. Il y a les joueurs, ceux qu'on appelle les joueurs un peu pro ou ceux qui sont à fond sur le jeu vidéo, qui aujourd'hui sont des joueurs qui vont être plutôt sur des consoles ou alors sur PC. Et ces jeunes-là aiment plutôt les jeux de football, les jeux de versus fighting. Et c'est les gens qui aiment bien la compétition. Généralement, ce sont des jeunes qui sont entre 15 et 35 ans, même si effectivement le cœur de cible est plutôt entre 15 et 25 ans. Le jeu vidéo peut permettre de créer de l'emploi, peut permettre de créer de la valeur pour les pays, pour les jeunes qui aujourd'hui sont à la recherche de nouveaux créneaux et de nouvelles manières de pouvoir générer des revenus et de pouvoir changer leur vie d'une certaine manière. Voilà, Sidik Bakayoko, donc fondateur de Paradise Game, qui organise également le FEJA, le Festival de l'électronique et du jeu vidéo à Abidjan. Alors, on en parlait en titre, le focus de la semaine, on va parler voiture électrique du Rwanda. Eh bien, Salwa, aujourd'hui, ce lundi, nous avons un gros plan sur l'industrie des engins électriques au Rwanda, ou comment ce pays tente de combiner développement et réduction de gaz à effet de serre. Que ce soit avec l'allemand Volkswagen qui a récemment commencé à y vendre des voitures électriques assemblées sur place à Kigali, ou avec la société Ampersand qui commercialise des taxis motos électriques, le gouvernement rwandais s'est décidé à promouvoir la neutralité carbone. La semaine dernière, c'est le Premier ministre rwandais en personne qui a conduit une des 4 voitures électriques assemblées par Volkswagen que les habitants de Kigali peuvent essayer grâce à un service similaire à Uber. L'objectif du constructeur est d'introduire 50 voitures électriques rechargeables dans l'une des 15 stations de recharge. Quant aux motos électriques d'Ampersand, elles sont fabriquées en partie en Inde et au Rwanda et peuvent parcourir jusqu'à 75 km par charge et coûtent environ $1000. La compagnie espère d'ailleurs mettre 500 motos électriques sur la route l'année prochaine. Ce sont là autant d'efforts que le pays met pour conduire le pays à un avenir électrique neutre en émissions de carbone. Très belle initiative alors. Je dois l'avouer, c'est ma partie préférée, mon segment préféré, folie d'invention. Oui, Salwa, ce lundi, nous allons parler de drones, pardon. Donc, il y a les drones et il y a aussi le volodrone. Alors, le volodrone, c'est ce drone qu'on pourrait appeler le remorque ou la remorque des drones. Il pèse 800 kg, peut soulever jusqu'à 200 kg additionnels et vole à une vitesse maxi de 110 km à l'heure. Il possède 18 hélices et est entièrement imprimé en 3D. En cas de besoin, comme lors de catastrophes naturelles, le volodrone peut être rapidement déployé pour fournir une aide, un sauvetage aérien ou une aide humanitaire. Voilà. Alors, faisons à présent un tour du côté de Baltimore, aux États-Unis, où des médecins et des scientifiques de l'Université du Maryland à College Park créent des drones spéciaux faits sur mesure qui peuvent littéralement sauver des vies. Anna Rice a préparé ce reportage. Le récit est de Lionel Gaïma. Quand les médecins doivent aller quelque part rapidement, ils partent d'habitude en hélicoptère. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire quand il leur faut acheminer certaines choses en urgence, comme des organes ? Des médecins et des scientifiques de l'Université du Maryland à College Park testent les drones comme un moyen rapide et moins cher d'envoyer des organes, comme un rein par exemple, à une femme du Maryland qui attend une greffe depuis 8 ans. C'était un vol court de seulement 4,8 km, soit environ 10 minutes de vol. C'était une évolution vers la prochaine génération de capacités, c'est-à-dire des distances plus longues. Le premier vol réussi a eu lieu à Baltimore, où il y a plusieurs grands hôpitaux. C'était le premier exemple d'une greffe d'organes en direct, facilitée par un système aérien téléguidé qui va améliorer les techniques actuelles et sauver des vies. La meilleure chose à propos des drones est leur taille et leur vitesse. Ils sont plus rapides qu'une ambulance qui se déplace dans la circulation et même dans certains cas plus rapides que les hélicoptères pilotés par des humains. Quand un organe devient disponible, quand un patient devient un bénéficiaire, tout concorde et ça commence tout de suite. Cela augmente la viabilité des organes et réduit les coûts.
Les scientifiques espèrent qu'après de nombreux tests, la technologie sera acceptée et adaptée dans les hôpitaux, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, créant ainsi un réseau international d'organes donnés. Vous pourriez littéralement avoir dans le monde entier des drones capables même d'être hypersoniques et ainsi réduire les délais entre obtenir un organe et livrer au patient. Les développeurs affirment que les technologies permettant de minimiser les risques liés au vol de drones médicaux existent déjà et ne devraient prendre que 2 à 5 ans pour être entièrement testées et mises en œuvre. Voilà, c'est la grande fin responsabilité sur les épaules du pauvre drone. Hein. Tout à fait. Transporter un organe. Merci Arzouma, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, actualité sportive bien chargée. Vous le savez, l'Afrique du Sud est championne du monde de rugby en finale samedi dernier à Yokohama au Japon. Donc, les Springboks ont dominé l'Angleterre 32-12. Ce sacre des Sud-Africains, le troisième de leur histoire après 1995 et 2007, a un goût particulier pour les fans. L'équipe a été emmenée pour la première fois de son histoire par un capitaine de peau noire, Sia Kolisi. À 28 ans, il a atteint le sommet d'un sport longtemps associé à la minorité blanche de son pays. De Johannesburg, voici le reportage d'Anita Powell que j'ai repris pour vous. Une victoire pour l'Afrique du Sud à plus d'un titre. C'est le 3e sacre mondial pour le rugby sud-africain, mais la première fois que l'équipe des Springboks a un capitaine noir à sa tête, Sia Kolisi. Fan de rugby de longue date, Tando Makasi vient de Zouende, la ville natale de Kolisi. Elle souhaite que son fils de 17 ans joue aussi au rugby. Je pense que c'est une victoire dans l'ensemble. Ce tournoi vient d'apporter tant d'espoir. Nous en arrivons au point où nous nous rassemblons vraiment derrière les Boks et nous sommes un fort ensemble. Le rugby a toujours été un sport majoritairement blanc dans ce pays à majorité noire, une marque du profond fossé laissé par le système raciste de l'apartheid qui a pris fin en 1994. Nigel Ngwenya joue au rugby pour l'université de Witwatersrand et est un fan rare de l'Angleterre dans cette foule, mais il rend à César ce qui est à César. Sia Kolisi. Oh man, guys coming from far. Le gars vient de loin. Guys coming from far. C'est incroyable. It's amazing. C'est dommage que je ne le soutienne pas. J'aurais préféré qu'il joue pour l'Angleterre. Pour les fans de rugby sud-africains, c'est plus qu'un simple jeu. Il s'agit de l'âme de cette nation. Une chose que j'aime dans le sport, c'est qu'il nous ressemble toujours. Peu importe d'où vous venez, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, c'est le sport. Au coup de sifflet final, après les 80 minutes de jeu, au-delà de la victoire sud-africaine, c'est un nouveau chapitre d'espoir et d'unité qui s'ouvre, peut-être dans l'histoire de la nation arc-en-ciel. Retour ici, aux États-Unis, la diversité était au rendez-vous à New York hier dimanche, lors du fameux marathon de cette ville américaine qui se tient le premier dimanche du mois de novembre. Créé en 1970, il traverse les 5 districts de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan et le Bronx pour un parcours on ne peut plus diversifié. La course prend fin à Central Park où notre correspondante Dili Diko a rencontré des marathoniers venus représenter le continent africain. Suivez. Bienvenue au marathon de New York, le plus grand marathon au monde avec plus de 52 000 participants originaires de 129 pays et plus de 250 000 litres d'eau et 40 000 bananes distribuées le long des 42 km de course. Cette année, les Kenyans dominent le podium. Même si traditionnellement, les marathons sont remportés par des coureurs d'Afrique de l'Est, le Mali et la RDC étaient représentés par Ella Sidibé et Patrick Lembo. Les couleurs du Cameroun étaient portées par 2 femmes et les coureurs nigérians et ghanéens étaient nombreux. C'est important pour moi de participer parce que je le fais pour ma communauté, pour Harlem, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Ghana, pour honorer la mémoire de mon père, John Kessie. Et puis, c'est important de rester actif et en bonne santé pour vivre plus longtemps. L'importance de participer est fortement mise en avant par les coureurs africains. Au-delà de la fierté, c'est la satisfaction personnelle de courir dans un marathon aussi prestigieux et gratifiant qui pousse les athlètes africains à faire le déplacement. Ce marathon est très populaire dans le monde. Du coup, c'était un de mes rêves de venir à New York pour y participer. Je n'avais jamais pensé que ce serait si explosif, avec tant d'ambiance. Courir dans les différents districts,
avec des différentes expériences, des gens différents. C'est vraiment super. Plus d'1 million de fans sortent dans les rues pour encourager les athlètes. Parmi eux, Célestin Clamera, un écrivain tchadien venu soutenir son ami ougandais. J'ai un ami qui court pour une association et donc il va arriver d'un moment à l'autre. Donc il court pour ces enfants-là et c'est lui le CEO qui a commencé. C'est vraiment bien, donc je suis là pour le supporter. Une expérience belle et gratifiante pour laquelle les athlètes ont promis de revenir. Alors rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition du marathon de New York. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Voilà, Dili Diko qu'on aurait préféré voir parmi les marathoniers. L'année prochaine peut-être. À demain. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos téléspectateurs, à nos télépartenaires qui diffusent nos programmes. Je vous souhaite une excellente soirée.